commencer avec donc notre première oratrice, Hélène Leblanc. Alors, Hélène est postdoctorante au GEMCA, donc au sein du projet Scholart que nous développons à l'heure actuelle avec Aline Smithers et Ralph de Koning, et puis des doctorantes également. Elle est historienne de la philosophie, spécialisée sur des questions de philosophie du langage et de l'esprit. Elle a soutenu à Lille en 2015 une thèse en histoire de la philosophie sur les théories sémiotiques du XVIIe siècle et notamment dans la scolastique. Cette thèse a donné lieu à une monographie intitulée Théorie sémiotique à l'âge classique qui est qui est en train de paraître ce mois-ci donc chez Vrin. Et donc, voilà, Hélène, j'ai plaisir à te laisser la parole et aussi à ce que tu ouvres cette journée, parce qu'il me semblait que ce que tu vas apporter peut nous donner des pistes supplémentaires de réflexion. Voilà, je te laisse. Merci beaucoup Agnès pour la présentation. Et puis, non, je voulais juste dire avant de commencer que j'étais vraiment très heureuse de participer à ce qui est pour moi une première journée du GMK et que j'ai adoré travailler sur ce thème. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Tout est comme Agnès l'a dit, expérimental. C'est pas une notion dont je suis spécialiste, mais que j'avais abordé de façon, disons, instrumentale avant, sans vraiment y réfléchir et travailler pour cette communication m'a aidé à éclaircir beaucoup d'aspects. Donc, je suis heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui. Je vais partager aussi mon écran, du coup. Alors, en quoi l'indéterminé est-il un problème pour le philosophe? Quel sens a pour lui de dire que l'usage d'un terme est flottant, impropre ou bien qu'il est équivoque? Et s'il y a indubitablement des concepts vagues, réclament-ils nécessairement d'être précisés? Enfin, y a-t-il des choses vagues? Si la philosophie se conçoit dans une lignée directement socratique comme un art de la définition, elle est aussi ce qui déploie et multiplie le sens des mots pour en tirer ses problèmes. Donc, je propose ici, de façon un peu différente par rapport à l'abstract que j'avais initialement proposé, de présenter diverses façons pour les scolastiques d'affronter l'indéterminé ou le vague de certains mots, notions ou choses, de façon à tenter de distinguer de façon philosophique l'indéterminé, l'impropre, l'équivoque ou l'analogue. Je montrerai ainsi, j'essaierai, qu'il y a certains avantages théoriques à conserver un sens impropre d'un terme que l'on tente de définir. Alors d'abord, pourquoi les scolastiques? On aurait pu en effet choisir un autre corpus. Par exemple, en sciences du langage, on distingue ainsi comme des phénomènes semblables mais de différentes natures, des choses comme l'homonymie, la détermination contextuelle, comme quand on dit « ce magasin est ouvert le lundi », on ne sait pas si c'est seulement le lundi ou même le lundi. La polysémie, comme bureau dans le bureau Louis XIV ou le bureau de poste. Les problèmes d'extension, comme par exemple dans des expressions comme « aimer son père » et « aimer le jambon ». L'indétermination, qu'on appelle aussi « vagueness », en particulier en ce qui concerne les termes relatifs. Et la signification oppositionnelle, comme quand on oppose des petits microbes et des petits éléphants. Donc partons de l'indéterminé ou du vague. C'est un débat actuel, Agnès l'a dit, particulièrement riche en philosophie contemporaine, même très contemporaine. Donc je cite ici Bertrand Russell, Kit Fine, mais aussi plus récemment Keith et Burns. Donc il y a une littérature très large en philosophie contemporaine sur le vague, essentiellement anglo-saxonne, c'est pourquoi je parle de vagueness. Et cette littérature distingue globalement la façon dont nous nous représentons le monde. On va parler alors de vagues représentationnelles ou sémantiques. On aura des mots vagues, des idées vagues. L'exemple qui est souvent pris est celui du tas de sable. Et donc, dans ce cas, donc dans le vague représentationnel ou sémantique, l'expression « ceci est un tas » appliquée à un cas limite de tas, donc à un cas où on ne sait pas trop si c'est un tas ou si ce n'en est pas un,
n'est ni vrai ni faux. Ensuite, on a le vague épistémique, donc qui concerne les limites de notre connaissance du monde. Ici, ceci est un tas appliqué à un cas limite de tas est vrai ou faux, mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Enfin, il y a le vague ontique, qui est la catégorie la plus discutée. Donc la façon dont le monde est en soi, la question étant de savoir s'il existe des objets vagues. Et donc des objets dont les frontières sont floues. Les exemples qui sont souvent pris sont ceux par exemple du tétard, où est la limite entre le tétard et la grenouille, ou encore des entités géographiques, comme par exemple on pourrait se demander où commence véritablement le mont Noir. Alors, Kief définit le prédicat vague comme avec 3 critères qui sont donc présenter des cas limites, avoir des frontières floues et être susceptible de paradoxes du sorite. Donc, comme par exemple être grand, un tas de sable, un tétard. Oui, c'est des questions de limites. Ce faisant, donc à partir de ces 3 critères, elle distingue le vague de la sous-détermination. Par exemple, quand on dit quelqu'un dit quelque chose, c'est un énoncé sous-déterminé, mais pas vague. De ce qui est dépendant d'un contexte, comme grand reste vague même quand on a déterminé le contexte, et de l'ambiguïté, par exemple tétard est univoque, mais vague. Quoique certaines théories tendent à combler l'écart entre ces différentes catégories, notamment entre vague et ambigu. Alors, suivant en quelque sorte ces dernières théories, je vais parler ici du vague comme d'un genre que j'utiliserai de façon un peu indifférenciée avec indéterminé, au moins pour l'instant, qui recouvre différentes espèces, des espèces que je voudrais distinguer. Et donc, c'est ce que je propose de faire, non pas à partir de la philosophie contemporaine, mais à partir de la philosophie scolastique, médiévale et moderne. L'idée première étant de revenir à un corpus historique pour voir si l'on n'oublie pas dans les catégorisations contemporaines certains aspects du vague, puisque c'est en partie à cela que sert l'histoire de la philosophie. En outre, les scolastiques sont connus pour leur manie de la définition et des divisions dans une lignée aristotélicienne. Rien ne devrait échapper à l'arbre porphyrien, les divisions doivent être parfaites et nécessaires, et la scolastique vise un idéal de scientificité et de rigueur à travers l'élaboration d'un langage technique. Bref, la scolastique est un genre de philosophie sérieux qui semblerait devoir évacuer ce qui relèverait du vague et de l'indéfini. Et pourtant, et cela découle de cet idéal de scientificité, les scolastiques théorisent au moins certains modes du vague. Donc je propose d'en donner le cadre, et après avoir fait plusieurs tentatives, il m'est apparu plus pertinent d'essayer de classer ces théories suivant leurs enjeux. Autrement dit, alors qu'on pourrait penser que le philosophe devrait partir à la chasse à l'indéterminé, nous allons voir qu'il y a des avantages théoriques à lui donner une place. Il y a donc au moins 3 types d'enjeux philosophiques en matière de vague ou d'indéterminé. Cela permet de décrire des phénomènes linguistiques. Donc là, je vais parler d'enjeux linguistiques et représentationnels. Cela permet de décider si quelque chose est l'objet d'une science. Là, ce sera un enjeu que je qualifie de gnoséologique. Et cela permet enfin de décrire des relations ontologiques et je l'ai appelé donc l'enjeu métaphysique. Ces enjeux sont évidemment liés. Alors, partons d'abord du langage. Il est incontestable qu'il y a des termes vagues. Certains sont un problème. Ce sont des homonymes qui entraînent l'ambiguïté et celle-ci devrait être, au moins dans un langage scientifique, éliminée. Mais il y a aussi des homonymes qui sont immédiatement désambiguïsés par leur contexte. Une expression comme « je vois la grande ours », si j'ai un télescope dans la main, n'est pas ambiguë. Comme je l'ai dit plus haut, d'autres expressions sont vagues parce qu'elles renvoient à un état d'ignorance ou de connaissance confuse. D'autres expressions, enfin, sont vagues car elles renvoient à quelque chose de vague, notamment des termes de relation comme grand, petit. Alors, en considérant ces différents aspects,
on peut dire que le langage comporte des expressions vagues, soit parce qu'il est imparfait, soit par souci d'économie. Il y a moins de mots que de choses à décrire, et même s'il y en avait assez, ce serait compliqué la tâche de notre mémoire. Soit parce qu'il renvoie à des idées ou à des représentations ou à des choses vagues. Alors, si l'on écarte pour l'instant cette troisième raison qui fait sortir du strict plan du langage, on soulignera que les deux premières entrent en conflit. En effet, la logique aristotélicienne tout entière tient sur le principe dit de non-contradiction qui recommande l'univocité. Il faut donc traquer l'équivocité. Mais d'un autre côté, l'équivocité est aussi inévitable car il y a plus de choses que de mots. Et ça, Aristote le dit aussi. Alors, si ces termes d'équivocité et d'univocité appartiennent dans leur sens technique à la philosophie médiévale, plus en amont encore, l'équivocité trouve son origine dans le geste essentiellement aristotélicien qui consiste à dire X peut se dire de plusieurs façons ou X a plusieurs sens. Le texte fondateur à cet égard est le premier chapitre des catégories qui donne les définitions préliminaires d'homonymes, de synonymes et de paronymes. Les paronymes sont les termes dérivés, comme grammairien pour grammaire. Donc voici le texte concernant l'homonymie ou équivocité. Sont dites équivoques des choses qui ne possèdent qu'un nom en commun, alors que la formule correspondant à ce nom est différente. Donc attention, chez Aristote, les homonymes sont des choses et pas des noms. L'exemple aristotélicien est animal qui s'applique tant à un homme qu'à son portrait, alors que nous considérons aujourd'hui comme homonymes ce qui sont des homophones, comme vers, qui se prononce toujours pareil mais qui s'écrit de différentes façons et qui signifie différentes choses. Cela tient notamment au fait que pour Aristote, qui critique Platon, la ressemblance est le paradigme de l'homonymie. La relation entre modèle et image, intelligible et sensible, est une relation d'homonymie. Il faut pourtant distinguer le traitement du problème de l'homonymie, de la synonymie, de la paronymie, chez Aristote et en grec, de l'équivocité et de l'univocité latine scolastique. Ceci en raison de différences lexicales grec-latin, mais aussi parce que le traitement de l'homonymie chez Aristote équivaudrait en fait plutôt à la plurivocité qu'à l'équivocité, c'est-à-dire plutôt à ce que les médiévaux appelleront analogie, mais j'y reviendrai plus loin. Donc, est univoque le mot qui est toujours employé dans le même sens. Est équivoque le mot qui est employé dans des sens différents sans toutefois que l'on arrive forcément à la pure et simple homonymie. En fait, on distinguera trois positions. L'univocité, c'est le cas du genre, par exemple homme. La plurivocité, donc celle que les médiévaux appelleront analogie. Et l'équivocité radicale, ou l'homonymie radicale, comme chien, qui peut se dire du chien de fusil, de l'animal, de la constellation. Cette typologie des modes de l'équivocité, ou homonymie, remonte cette fois aux réfutations sophistiques, toujours d'Aristote, ces modes constituant les traits communs au paralogisme, fondés sur l'homonymie, l'ambiguïté lexicale, et sur l'amphibolie, qui est l'ambiguïté phrastique de type syntaxique, comme dans un tableau du Caravage. On ne sait pas si le Caravage est représenté dans le tableau ou c'est lui qui a peint le tableau. Contrairement au texte des catégories citées précédemment, Aristote entend ici l'homonymie comme celle des noms et non des choses. Il identifie trois cas de figure. Quand le discours ou le nom exprime au sens propre plusieurs choses, comme par exemple le terme chien, quand nous avons l'habitude de nous exprimer d'une certaine manière, et quand l'expression complexe indique plusieurs choses, alors que les termes qui la composent ont une signification simple. C'est le cas, par exemple, de l'expression « encore la science des lettres », qui peut signifier tant la littérature comme objet de connaissance que la science à laquelle amènerait la littérature, et cela bien que les deux expressions prises singulièrement aient une signification univoque. Au Moyen Âge, cette classification est affinée et modulée par, donc je cite juste quelques noms,
Guillaume de Sherwood, Pierre d'Espagne, Robert Quillerby, Roger Bacon, Albert Legrand. On pourra résumer rapidement ainsi la typologie devenue canonique au XIIe siècle des 3 modes de l'équivocité. D'abord, quand un nom, on entend ici un mot en général, a différents sens à cause de son imposition originaire, toujours cet exemple de chien, qui peut signifier le chien qui aboie, la constellation ou le chien de mer. Ensuite, quand un nom ou un verbe, les exemples sont les mots latins ridere ou curere, signifie quelque chose au sens propre, l'acte de rire ou de courir, et quelque chose d'autre en un sens impropre ou figuré, fleurir si l'on parle d'un pré, ou couler si l'on parle d'un fleuve. Et ceci par causa necessitatis, donc dans l'absence d'un terme approprié, ou par causa ornatus, dans une finalité esthétique. Enfin, un troisième mode, quand un terme doté d'une certaine change de sens selon les contextes. Par exemple, le terme bonus garde sa signification, donc qui a des sentiments ou des comportements moralement corrects, s'il est pratiqué de homo, mais change de signification pour courageux dans le combat s'il est attribué à miles. Cette discussion prend une ampleur particulière chez ces philosophes de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle que sont les philosophes modistes. Les modistes distinguent 3 types d'équivocité: l'équivocité forte, l'équivocité faible et l'équivocité très faible. On se trouve devant un cas d'équivocité forte quand différents actes d'imposition lient une expression vocale à une pluralité d'objets différents par l'espèce. Dans le cas de l'équivocité faible, la pluralité des actes d'imposition n'est pas nécessaire à partir du moment où les objets signifiés sont dans une relation réciproque. Cette relation étant ce qui motive le glissement sémantique. L'équivocité très faible, enfin, est produite par la présence simultanée dans une expression de plusieurs propriétés grammaticales qui peuvent se combiner de différentes façons avec les autres éléments du contexte d'occurrence, ce qui donne lieu à une pluralité d'interprétations possibles. Donc, l'indéterminé du langage est ainsi minutieusement décrit par les philosophes et grammairiens médiévaux. On en distingue des degrés, fort, faible, très faible. On situe le moment où elle intervient, l'imposition originaire, le contexte d'usage, et on en donne les causes comme la nécessité ou l'ornement. Alors je mets ici, au risque de vous frustrer, de côté l'ornement, et je vais m'occuper de la nécessité. Donc, dans la typologie citée ci-dessus, la causa necessitatis correspond à l'absence d'un autre terme approprié. Dans un souci d'économie, au lieu de créer un néologisme, on préférera utiliser un terme dans un sens impropre. On verra plus loin qu'il y a d'autres avantages à utiliser un sens impropre. Avant cela, il faut attirer l'attention sur une autre cause nécessaire du vague. Donc, il s'agit de pouvoir exprimer la confusion ou l'ignorance. Certaines expressions sont vagues car elles renvoient à un état d'ignorance ou de connaissance confuse. C'est le cas, par exemple, des pronoms indéfinis quantificateurs, tels que quelques, certains, plusieurs, qui renvoient à des quantités indéterminées. De la même façon que les pronoms comme quelqu'un ou quelque chose sont sous-déterminés. Il s'agit là d'un domaine particulièrement développé dans la logique scolastique. Sans approfondir toutefois ici, disons seulement que cela correspond à une indétermination épistémique. Il ne s'agit plus d'un problème strictement linguistique. C'est pour cela que cette cause nécessaire des expressions indéterminées telles que certains ou quelques ne concerne plus tant la signification de ces termes que leur supposition, disons pour simplifier leur référence. Passons maintenant au deuxième enjeu de l'équivocité que j'ai qualifié précédemment de gnoséologique. Le texte fondateur, à cet égard, est la métaphysique,
toujours encore d'Aristote, développant la question dans le livre Iota sur les définitions multiples, mais aussi plus particulièrement en ce qui concerne les différents sens de l'être dans les livres Gamma et Zeta, Zeta se référant à Gamma. Parce qu'Aristote a besoin de savoir si la science en question, donc l'ontologie, a ou non un objet. Alors il faut bien distinguer, je mets ici des citations que je ne vais pas lire, il faut ici bien distinguer au départ une réflexion sémantique et un enjeu gnoséologique, donc qui porte sur la possibilité de la fondation d'une science. En effet, il ne peut y avoir de science de ceux dont on a une définition équivoque. L'objet de la science doit constituer un genre, comme par exemple la nature ou l'âme, en tant que domaine ontologique homogène, sont les objets respectifs de la physique et de la psychologie. Donc, si l'on ne parvient pas à trouver un concept suffisamment univoque de quelque chose, on pourra éventuellement dresser un catalogue, mais en aucun cas fonder une science de cet objet. Autrement dit, une science requiert un objet dont on a une définition et cela requiert l'univocité. La métaphysique, en l'occurrence, se fonde sur un concept plurivoque mais dont l'unité est dite focale. J'abandonne à nouveau un moment la métaphysique, j'y reviendrai encore après. Parce que c'est dans cette mesure que l'on pourra trouver un avantage à autoriser un sens impropre d'un certain concept. On avait cité plus haut la causa necessitatis, selon laquelle, puisqu'il n'y a pas d'autre terme plus approprié, on se contentera par économie d'un terme utilisé dans un sens impropre. Le pendant positif de ce faute de mieux est gnoséologique. Il permet, dans une version radicale, une science légitime au sens aristotélicien décrit ci-dessus, ou, dans une version plus modérée, un cadre cohérent, un système uniforme, qui toutefois, en précisant qu'il s'agit d'un sens impropre, veut éviter de niveler des différences importantes entre ces éléments. Alors, il faut cependant souligner que cet avantage n'est pas porté explicitement en avant par les scolastiques et que je le propose ici à titre d'hypothèse, hypothèse que je vais appuyer avec 2 exemples. Le premier exemple se trouve dans les divisions de la suppositio chez Richard Brinkley, franciscain oxonien du XIVe siècle. Il faut d'abord souligner que la théorie de la suppositio, donc encore une fois, pour simplifier, la suppositio, c'est la référence. Donc cette théorie donne lieu à une classification de ces différents types qui classent eux-mêmes différentes significations d'un terme. Chez Brinkley, si la suppositio est d'abord divisée en propre, une suppositio qui peut être vraie ou fausse, et en figurative, c'est-à-dire impropre en tant que contraire de propre, la suppositio propre est à son tour divisée en simple. Donc si le terme signifie quelque chose d'universel comme dans l'homme est capable de rire, personnel, si le terme signifie quelque chose de singulier comme dans un homme court, et matériel, si le terme signifie lui-même, comme dans l'expression Booba est un mot non significatif. Or, chez Brinkley, cette dernière sous-division, donc la suppositio matérielle, est considérée non pas comme un authentique type de suppositio, mais comme un pseudotype sur lequel Brinkley présente des réserves, tout en s'en tenant à cette façon commune depuis le XIIe siècle de présenter les différents types de suppositio. Donc pour justifier cette concession, il s'appuie sur l'adage aristotélicien selon lequel il faut parler comme le grand nombre et être sage comme le petit nombre. Cet argument est assez proche de la causa necessitatis, puisqu'il n'y a pas de terme plus approprié, on en utilisera un impropre, notamment pour ne pas avoir à en créer un nouveau. Il a cependant quelque chose d'insatisfaisant. Un argument plus positif serait de dire qu'utiliser le même terme, même si ce terme est moins approprié, permet de donner le cadre complet de ce que l'on veut penser de façon homogène et en incluant des cas limites.
C'est ce que l'on voit dans ce diagramme qui représente en pointillé la suppositio propre matérielle, qui n'est pas à proprement parler une suppositio. L'adage aristotélicien, cependant, dit encore autre chose. Ce qui sous-tend l'impératif de parler comme le grand nombre est que, en général, seulement cette uniformité garantit la communication et que, plus en particulier, cette uniformité du vulgaire, on pourrait dire, a des vertus didactiques. C'est cet argument didactique que l'on va trouver sous une forme plus explicite dans la discussion autour de l'appellation de signe formel qui prend place dans le cadre de la scolastique de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. C'est mon deuxième exemple. Pour situer rapidement ce débat, disons que la notion initialement augustinienne du signe comme quelque chose de sensible renvoyant à quelque chose d'autre subit plusieurs réélaborations successives qui visent à son élargissement jusqu'à englober dans la catégorie de signes les éléments de la représentation mentale, donc les idées, ce qu'on appelle les espèces intelligibles et les concepts. Les scolastiques modernes proposeront de les appeler signes formels. Mais ne tombe-t-on pas alors dans un usage impropre du terme signe? Alors que certains défendront cet usage, la tendance générale chez les scolastiques modernes sera en effet d'accepter que l'on parle des concepts et des espèces intelligibles comme de signes, mais seulement en un sens impropre, l'argument étant alors de ne pas brouiller le discours des écoles. Là encore, cet argument didactique, moyennement satisfaisant, quoiqu'il faille tout de même pouvoir l'isoler, pourrait cacher celui plus ambitieux, gnoséologique, d'offrir une véritable science des signes. Plusieurs éléments peuvent être avancés en faveur d'un tel projet. La recherche manifeste à cette époque d'un lieu de traitement de la question des signes, qui correspond souvent chez les scolastiques modernes au début du commentaire au traité de l'interprétation, que l'on intitule même des signis, l'effort de taxonomie et la défense de ce signe formel qui permettrait de traiter sous un même concept des mots, des indices et des idées. Malgré l'écho que donne John Locke à la fin de l'essai sur l'entendement humain à l'idée de sémiotique comme science des signes, celle-ci devra toutefois attendre le XIXe siècle pour se réaliser. Alors j'en viens maintenant à la dernière raison d'inclure de l'indéterminé ou du vague, qui est aussi logiquement la première, ce serait qu'il y a des choses indéterminées ou vagues. D'abord, une modalité de l'indéterminé permet de décrire la diversité des plans. C'est le cas avec le débat autour du signe formel. Accepter l'appellation impropre de signe pour les idées revient à dire que la relation sémiotique, dans le cas des idées par rapport aux choses, est similaire à celle qui rattache quelque chose de sensible, comme un mot ou une empreinte de pas, à quelque chose qui ne l'est pas, une idée, mais qu'elle ne se situe pas sur le même plan, puisque l'idée insensible renvoie au contraire à quelque chose de sensible et matériel. Donc la relation est en quelque sorte inversée. C'est également cette différence de plan ou de statut ontologique que vient souligner Jean Duns Scott avec le cas du quasi-être des concepts. Les objets pensés ont un être diminué, intermédiaire entre l'être réel et le non-être. Quand les représentations mentales existent subjectivement dans l'âme, l'expression esse objectivum indique le mode d'être des objets de l'intellect, une réalité diminuée, on trouve l'expression esse diminutum, des éléments psychologiques auxquels la distinction aristotélicienne du sujet et de l'accident ne s'applique pas. De façon similaire, Scott utilisera la notion de quasi-vertu et il caractérisera également le sacrement comme un signe à la fois spéculatif et quasi-pratique. Alors il semble qu'il soit correct d'appeler ceci des descriptions analogiques et même d'affirmer que cela nous reconduit aux différents sens de l'être. Donc je reviens à la métaphysique. C'est en un sens particulier de l'être que l'on peut dire avec Scott que les concepts ont un être diminué. Surtout, Scott utilise aussi les notions de quasi-propriété ou quasi-attribut pour les attacher à la simplicité de Dieu.
Cela ne concerne d'ailleurs pas que Scott. En effet, on soulignera d'un côté comment Aristote, dans la métaphysique, est très clair sur le fait que l'être est dit de façon multiple, non comme homonyme de coïncidence, ni même d'analogie strictement entendue, c'est-à-dire l'analogie dans un sens étroit qui engage une idée de proportion, mais comme un homonyme qui dérive de l'unité ou qui vise l'unité. Ce que j'ai appelé tout à l'heure l'unité focale, qui n'est donc pas vraiment un homonyme. D'un autre côté, la réception médiévale du passage de la métaphysique gamma au filtre d'Alexandre d'Aphrodise, de Plotin et de Simplicius fera un saut interprétatif irrévocable en le croisant avec la notion de paronymie, intermédiaire des catégories entre synonymie et homonymie, produisant ainsi la fameuse théorie de l'analogie de l'être ou analogia entis. Ainsi, le premier champ d'application de l'analogia entis est celui des différents sens de l'être de la métaphysique aristotélicienne. Le deuxième est celui des noms divins ou predicatio in divinis, qui constitue le champ d'analyse théologique des notions d'équivocation et d'univocation. Dans les expressions comme Dieu est juste et l'homme est juste, le prédicat sera, selon l'auteur, considéré comme l'expression de son sujet de façon équivoque, c'est-à-dire que c'est le même nom mais avec une signification totalement différente, ou univoque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en commun entre les deux prédications et quelque chose de différent qui sera analysé en termes de connotation ou d'analogie. Ce seront ainsi différents sens de l'analogie qui devront être distingués, l'analogie mathématique qui induit l'idée de proportion, l'idée de parallélisme de deux plans, l'unité focale et enfin l'application médiévale de l'analogie au cas de l'être. Alors, dans le temps qui m'est encore imparti, il faudrait enfin considérer le traitement scolastique de choses vagues. Donc ce fameux vague ontique qui est discuté dans la philosophie contemporaine comme les têtards ou le mont noir. Chez les scolastiques, on pourrait aller chercher des exemples dans les discussions sur l'univers et ses limites, ainsi que sur l'embryologie ou la décomposition des corps, tous ces cas nous reconduisant à ce qu'est dans un cadre aristotélicien l'indéterminé par excellence, c'est-à-dire la matière. Donc je ne parlerai ici brièvement, avant de conclure, que d'un argument spécifique en faveur de ce qu'on appelle la forme substantielle. Ce qui distingue une substance, c'est qu'elle n'est pas un agglomérat de parties, mais que ces parties sont en quelque sorte unifiées. Elles ont une forme substantielle. Cette forme substantielle permet d'expliquer le changement accidentel, l'altération qui préserve l'identité, et le changement substantiel, c'est-à-dire la génération et la corruption. La forme substantielle explique aussi l'unité apparente de certaines choses et les distingue d'autres choses. Ensuite, et c'est là où je vais en venir, la forme substantielle évite la menace du vague, c'est-à-dire qu'elle permet de répondre à des questions, c'est un exemple médiéval, telles que à quel moment le grain mangé par l'âne devient-il une partie de l'âne? Chez les médiévaux, cependant, la solution à cette question est souvent de réduire ce vague à un vague épistémique. Il y a une limite, mais nous ne la connaissons pas. Il semble bien en cela que les formes aristotéliciennes aient déterminé le monde dans les moindres détails. Alors, au terme de ce tour d'horizon, une chose est sûre. Les scolastiques ont largement thématisé l'indétermination, ou le vague, à travers les notions d'ambiguïté, d'équivocité, de plurivocité, d'analogie. Et même ces notions dont l'usage est tout aussi répandu, quoique non systématique, comme celle d'impropre ou de quasi. Il faudrait encore ajouter au tableau ces notions dont on n'a pas parlé, telles que l'obscuritas et la confusion. Mais pour conclure, je dirais donc qu'il y a des mots vagues pour des raisons attenantes. D'abord au langage lui-même, il y a plus de choses que de mots, il y a des impositions différentes, il y a une recherche d'économie des moyens langagiers, il y a une causa necessitatis du sens impropre. Il y a aussi des raisons attenantes à la représentation,
On veut par des mots vagues exprimer l'ignorance ou la confusion. C'est l'indétermination épistémique. On veut aussi souligner des ressemblances. Et c'est là finalement où j'ai pu reclasser la causa ornatus du sens impropre. Ensuite, il y a des raisons attenant à la construction d'une science qui visent l'homogénéité de l'objet de cette science, la complétude de la théorie, mais aussi l'efficacité d'un enseignement. Et enfin, les raisons attenantes aux choses comprendraient au moins l'expression de changement de plan ontologique, même si on a vu que quelque chose comme un vague ontique serait rejeté par les scolastiques. Parmi ces raisons, certaines sont simplement explicatives et le vague reste quelque chose à clarifier, à expliciter. Il caractérise une faille ou un état provisoire de la connaissance où il indique un problème conceptuel à corriger. Mais si le langage doit être purifié de cette ambiguïté, si le chemin de la pensée doit aller du confus au distinct, il n'en reste pas moins que l'on peut vouloir du vague, d'abord pour parler de notre ignorance, qui dans certains cas est amenée à perdurer, ensuite pour intégrer des cas limites dans une théorie complète, et enfin pour des raisons didactiques et mnémoniques, et parce qu'il y a peut-être des choses dont le statut est intrinsèquement vague. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui voilà, nous met dans le vif du sujet, je trouve, voilà, de manière très approfondie et très riche. Je dois dire que les subtilités scolastiques sont à la fois passionnantes, mais nécessitent d'être toutes réfléchies, voilà, de manière, enfin, d'être revues. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et prometteur peut-être pour la suite, hein, notre réflexion là, collective, c'est cette idée de degré de l'indéterminé. Et puis, c'est quand même le fait que tout cela est intrinsèquement ou initialement lié à comment on parle et ce dont on parle. Enfin, voilà, c'est vraiment la base de linguistique. Bon, alors, je ne sais pas si c'est un biais qui est lié voilà, à tes intérêts, ta formation, et de mon côté aussi à mes intérêts et ma formation, mais il me semble que c'est un point de départ obligé, en fait. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais de la toute petite notice que j'ai pu lire sur la zone d'indiscernabilité de Deleuze. Voilà, c'est d'abord en fait quelque chose qui est utilisé par Deleuze pour définir parler de questions linguistiques. Donc, on part de là. Voilà, mais enfin, bon, je pense qu'on pourrait certainement trouver d'autres approches à voir dans la suite de la journée ou des discussions qui pourront suivre. Voilà. Alors, est-ce que la discussion est ouverte? On a quand même, on va prendre 5-10 minutes pour cette discussion, s'il y a des questions. Voilà, j'ouvre la discussion. Oui, Karl, vas-y. Oui, juste un mot. Merci beaucoup d'abord pour cette conférence, hein, un esprit un peu pédestre comme est le mien a besoin d'y revenir et de goûter mieux, enfin, tout ce que vous avez dit. Mais comme tout ceci sera enregistré, je ne doute pas qu'on pourra y revenir très, très utilement. Il y a une question qui ne cesse de me hanter depuis en vous écoutant et que je vais sans doute mal formuler, mais qui me semble liée aussi à ce qu'Agnès disait au départ et qui relève de l'extrême difficulté, au fond, qui consiste, ce que les scolastiques ont fait de manière très minutieuse, mais de l'extrême difficulté qu'il y a en quelque sorte et de la contradiction, presque de l'aporie, qui consiste à déterminer l'indéterminé en quelque sorte. Si j'en reviens à la citation, la très belle citation de Deleuze qu'Agnès disait tout à l'heure, il me semble
que la question se pose avec beaucoup d'acuité. Comment, au fond, échapper à cette oscillation entre ce qui serait le culte de l'indicible, un peu oiseux, un peu donné presque comme une esquive, et cette volonté impossible en même temps de déterminer l'indéterminé, si l'indéterminé, comme le suggère Deleuze, doit rester pleinement indéterminé pour être opérant en quelque sorte sur le plan heuristique et pour manifester toutes ses puissances. Il me semble que c'est peut-être là aussi un des fils, une des lignes et une des difficultés de notre questionnement que j'exprime peut-être maladroitement, mais enfin, il faut bien engager le débat. Merci beaucoup pour cette question. Alors, peut-être plus que d'y répondre véritablement, je peux y réagir. Je pense que, on pourrait répondre un peu d'emblée que c'est pas parce que quelque chose est indéterminé qu'on ne peut pas en parler ou qu'on doit renoncer à raisonner à son propos. Mais peut-être plus profondément que il faut vraiment bien distinguer entre indéterminé et indicible. Et du coup, pour revenir à ce que disait Agnès, même si on a tendance à aborder cette question d'un point de vue linguistique ou langagier au premier abord, de distinguer différents plans et différents plans d'enjeux dans cette question-là. Ce qui me paraît important aussi, c'est de ne pas évacuer certains aspects. Agnès a parlé en introduction beaucoup également de dimensions politiques, éthiques, dont j'ai pas du tout traité, mais qui me paraissent également très, très importants. Il y a aussi, par exemple, un sens mathématique de l'indéterminé qui est fondamental. Enfin, on va parler des équations indéterminées, par exemple. Donc, de pas... d'une certaine façon, ce serait faire du mal à l'indéterminé que de le catégoriser dans quelque chose qui serait purement linguistico-mystique et dont du coup on ne pourrait pas parler. Voilà, c'est plus une réaction qu'une véritable réponse. Mais... Merci beaucoup. C'est un point, je pense, extrêmement important hein, parce que Karl, que tu as formulé là et que voilà, je trouve que ta réaction Hélène aussi est extrêmement importante. Hein, et je dois dire que c'est là où le livre de Preciado m'a été utile, hein, c'est de dire cet indéterminé, en effet, il est bien là et on doit faire avec, enfin, plus que faire avec, il doit être inclus dans notre, comment dire, perception et connaissance du monde ou non-connaissance du monde. C'est vraiment, c'est essentiel. Parce qu'il y a des enjeux, oui, il y a des enjeux éthiques extrêmement importants là-dessus. Et quand tu dis, voilà, tu dis, on ne doit pas en effet se laisser enfermer dans enfin voilà, ou dans un indéterminé mystico-linguistique, etc. Donc c'est que on doit sortir de ce qu'on voit parfois apparaître, hein, ou régulièrement, on a tous fait cette expérience-là, hein, dans certains textes qui parlent d'indéterminé ou de ces notions connexes, qui en parlent de la même manière, de manière indéterminée, quoi. Et donc, tout en reconnaissant le caractère, on doit conserver à ces objets cette part-là, hein, mais on doit en parler. Ça, c'est vraiment essentiel, et non pas se laisser happer dans quelque chose qui serait seulement de l'indicible et qui équivaut, de mon point de vue, à continuer à occulter cette part, hein, voilà, ou être dans une forme de déni assez subtil, mais quand même une forme de déni. Voilà, on doit passer outre nos difficultés. Voilà, y a-t-il d'autres questions, d'autres réactions? Oui, Laura. Oui, moi aussi, je vous remercie, Hélène, pour cette belle intervention, pour moi très précieuse d'ailleurs. Ça touche pour moi un domaine que je ne connais pas très bien. Mais du coup,
je me posais la question quand vous avez parlé des mots vagues. Est-ce que cela pourrait se rapporter aussi à l'évolution de la langue à ce moment-là? Donc, je me demandais en vous écoutant quel était le statut de la langue dans laquelle on pensait tout ça, dans laquelle se formulait tout ça. C'était un latin qui était latin classique, enfin, une langue bien, bien précisée, bien définie, ou alors est-ce qu'il y avait un latin qui commençait à s'ouvrir vers, je sais pas, les langues vernaculaires? Je ne connais pas très bien comment ça se passe, donc du coup, je me demandais, est-ce que ça pourrait être mis en rapport? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un point qui est important de préciser où les scolastiques alors, écrivent dans un latin qui est un latin qui vise à une scientificité, donc un langage technique. Cependant, en particulier dans les réflexions linguistiques, disons, sur des phénomènes comme l'équivocité, les exemples qui sont pris sont des exemples souvent du langage courant ou en latin, donc un langage, disons, un latin monastique, ou dans des langues vulgaires de l'époque, on a aussi des exemples. Donc, on peut pas dire qu'ils ne visent qu'un langage scientifique. Ils écrivent dans un langage scientifique, mais ils ne visent pas qu'un langage scientifique qu'il faudrait purifier absolument de toute ambiguïté. Ils ont aussi à l'esprit tous les phénomènes du langage dans son aspect communicationnel, même quotidien, vulgaire, etc. Mm. Mais c'est un point très important, effectivement. Oui, Aline, vas-y. Oui, un grand merci Hélène pour cet exposé très dense. J'avoue que moi aussi, il faudra que je revienne un petit peu sur tout ce que tu nous as apporté. Je me demandais si il serait correct de dire que dans une sorte d'univers symbolique des scolastiques, finalement, le vague, ce serait toutes les zones d'ombre qui sont liées à l'imperfection du langage humain et de l'intelligence humaine. Qu'il faut décrire par honnêteté intellectuelle quand on décrit le monde, mais que dans une sorte d'idéal d'un langage parfait ou d'une omniscience qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu, toutes ces zones d'ombre en fait disparaîtraient. Oui, c'est un peu c'est la conclusion à laquelle j'arrive à la fin en parlant de cette catégorie du vague ontique, donc qui est discutée en philosophie contemporaine, où effectivement la réponse des scolastiques serait de replier ce genre de questions. Donc, est-ce qu'il existe des objets vagues sur un vague épistémique en disant, mais en fait, c'est juste un problème de notre connaissance, c'est quelque chose, la limite existe, les formes sont parfaitement définies. Mais nous, on ne peut pas y accéder, on ne pourra pas y accéder jusqu'à un état peut-être de béatitude. Mais, et donc, du coup, effectivement, c'est replier cette question du vague sur des phénomènes ou langagiers ou de connaissances. Je précise que je peux envoyer dans le fil de la discussion mon PowerPoint, comme ça peut permettre Très volontiers. de revenir sur des choses que j'ai dites. Je vais le faire. Super, merci beaucoup.